אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. C'était le 7 octobre 2023. Quelques heures plus tôt, sous couvert d'un déluge de roquettes tirées sur Israël, des combattants du Hamas s'infiltrent sur le territoire hébreu, passant la barrière autour de Gaza pour attaquer simultanément à plusieurs endroits. Bilan de ce jour désormais baptisé le Shabbat noir, 1200 Israéliens tués, civils et militaires, dont 270 massacrés dans un festival à quelques kilomètres de la frontière entre les deux États et 250 otages ramenés dans l'enclave palestinienne. En représailles, Benyamin Netanyahou réussit ce jour-là à légitimer auprès de la communauté internationale une riposte aérienne et terrestre sanglante sur la bande de Gaza. Sauf qu'à mesure que les pertes humaines s'accumulent côté gazaoui, le Premier ministre israélien, lui, perd en popularité et en légitimité. Alors Benyamin Netanyahou, victime ou bourreau? Le 12 octobre 2023, alors que la bande de Gaza est pilonnée presque sans interruption depuis plus de 5 jours par des tirs de l'armée israélienne et que le nombre de morts côté gazaoui s'apprête à franchir la barre des 2000, Benyamin Netanyahou annonce une offensive terrestre imminente sur la bande de Gaza. Soutenu par son peuple, le Premier ministre déclare prioritaire à la sécurité d'Israël. Et Benyamin Netanyahou peut compter sur le soutien de nombreux chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit de se défendre. Mais des voix commencent à s'élever concernant le sort réservé aux civils gazaouis. Et les appels à un cessez-le-feu se multiplient. Même le président Biden décide d'intervenir. Pourtant favorable à la riposte israélienne et pourvoyeur de matériel militaire supplémentaire, il rappelle à son homologue israélien le droit de la guerre, dont la recherche d'un retour à l'état de paix. It is really important that Israel, with all the anger, frustration, and just I don't know how to explain it, that exists, is that they operate by the rules of war. The rules of war. And there are rules of war. Sous la pression, Benyamin Netanyahou accepte de laisser passer des camions transportant de l'aide à destination des Gazaouis et la mise en place d'un flux continu d'assistance humanitaire. En revanche, le Premier ministre refuse toujours d'envisager un cessez-le-feu, malgré les alertes répétées, et continue à menacer d'une attaque terrestre la bande de Gaza. Le 23 octobre, l'armée israélienne annonce avoir frappé plus de 320 cibles militaires dans la bande de Gaza, dont des tunnels du Hamas, des dizaines de centres de commandement opérationnel, des complexes militaires et des postes d'observation. Le Premier ministre, déterminé à anéantir le Hamas, poursuit son offensive, arguant que la libération des otages reste sa priorité. Mais la patience et la compréhension de la communauté internationale commencent à s'émousser. Benyamin Netanyahou est accusé d'avoir violé le droit international humanitaire. Et devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 24 octobre, Antonio Guterres ne mâche pas ses mots. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. Malgré les demandes répétées des Nations Unies et d'un nombre croissant de pays pour protéger les civils palestiniens, l'armée israélienne fond sur Gaza le 27 octobre. Les morts continuent de s'empiler. Le jour même à l'ONU, une résolution non contraignante réclamant une trêve humanitaire immédiate est votée et recueille 120 voix pour, 14 contre et 45 abstentions sur les 193 pays membres. Pendant le mois qui suit, les échanges de roquettes entre les deux territoires se poursuivent et la bande de Gaza est mise à feu et à sang. Tandis que le nombre de morts atteint désormais plusieurs milliers, 13 000 selon le Hamas, la pression des pays membres des Nations Unies ne change rien à l'entêtement du Premier ministre. Poussé par le Qatar et les États-Unis, Netanyahou finit par céder moins de 20 jours plus tard. Il accepte de signer un accord de trêve de 4 jours avec le Hamas,
prévoyant la libération de 50 otages en échange de prisonniers palestiniens. Le cessez-le-feu durera finalement 7 jours, permettant la libération de 105 otages israéliens et de 240 prisonniers palestiniens. La trêve à peine terminée, les attaques reprennent de plus belle, et le nombre de morts côté palestinien passe à plus de 20 000. Malgré de nouveaux appels à cessez-le-feu, Netanyahou fait la sourde oreille. Si bien que le 31 décembre, l'Afrique du Sud, soutenue par de nombreux pays, soumet à la Cour internationale de justice une requête accusant l'État hébreu de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. The soldiers, they know, the authorities in Israel, they know that if they continue, they may one day be called even before the ICC individually and be held accountable. So the message is clear, they must cease, they must desist from the acts of genocide. Début février, les discussions reprennent entre les négociateurs d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar pour trouver à nouveau un terrain d'entente au sujet d'un cessez-le-feu temporaire à Gaza contre la libération d'otages. Mais Benyamin Netanyahou rejette à peine quelques jours plus tard une proposition de cessez-le-feu du Hamas et s'engage à poursuivre l'offensive militaire israélienne à Gaza jusqu'à la victoire absolue. Une décision qui fracture son gouvernement. Face à ce que l'ONU et une partie de la communauté internationale qualifient désormais de massacre, le procureur de la CPI, Karim Khan, réclame officiellement le 20 mai des mandats d'arrêt contre les principaux responsables des massacres en cours, dont Benyamin Netanyahou. Quelques jours plus tôt, le 15 mai, Benyamin Netanyahou a même été jusqu'à perdre la confiance de son ministre de la Défense. Yoav Gallant, également visé par ces mandats d'arrêt, a déploré ouvertement le refus du chef de gouvernement d'établir un pouvoir politique palestinien dans l'enclave, y ouvrant la voie à l'instauration d'un régime militaire israélien. Soutien inconditionnel de Netanyahou depuis le début, Joe Biden pousse de plus en plus le Premier ministre à une solution pour mettre fin au conflit le plus vite possible. Si bien que le 31 mai, le président américain décide de présenter un plan de sortie de crise en 3 phases. D'abord un retour au calme, puis le retrait intégral des troupes israéliennes de Gaza et enfin la reconstruction de l'enclave. Si cette proposition est jugée positive par le Hamas, elle est en revanche accueillie plus froidement par Israël et abîme encore un peu plus la relation entre Joe Biden et Benyamin Netanyahou. Dans le camp du Premier ministre israélien, les défections se multiplient. L'obstination de Netanyahou lui coûte le 9 juin 2 alliés qui œuvraient à ses côtés depuis le début, Benny Gantz et Gadi Eisenkot, membre du cabinet de guerre finalement dissous quelques semaines plus tard. Un coup dur politique et militaire pour le Premier ministre. Les mois qui suivent sont le théâtre d'une intensification du conflit qui s'étend désormais à l'Iran et au Liban. Au sein du gouvernement, Netanyahou se retrouve presque seul aux côtés de ses derniers soutiens, ses ministres d'extrême droite. Sans eux, il perdrait la majorité. À l'extérieur, le Premier ministre reste là aussi très isolé. À l'ONU, les pays membres lui tournent même ouvertement le dos. Until Israel, until the Jewish state is treated like other nations, until this anti-Semitic swamp is drained, the UN will be viewed by fair-minded people everywhere as nothing more than a contemptuous farce. Mais après avoir fait son mea culpa concernant le fiasco sécuritaire des attaques du 7 octobre, le Premier ministre bénéficie contre toute attente d'un regain de popularité auprès de son peuple. Porté par ce renouveau et pour faire face à la riposte iranienne et ses 200 tirs de missiles sur le territoire israélien pour venger la mort de ses alliés, Netanyahou décide donc d'étendre l'état d'urgence à l'ensemble du pays, invoquant la nécessité de protéger son peuple. À 1 an du conflit, le bilan des opérations à Gaza reste néanmoins mortifère et suscite une vague d'indignation dans le monde entier. Le nombre de morts côté palestinien est aujourd'hui estimé à plus de 41 000, dont plus de 14 000 enfants. Plus de 10 000 Palestiniens sont toujours portés disparus selon le ministère de la Santé de Gaza et l'UNICEF, et une 50aine d'otages israéliens seraient encore, eux, toujours en vie, mais aux mains du Hamas.